Je m'appelle Pierre. J'avais envie de me lancer un nouveau défi cette année à l'occasion des JO. Vous proposer des vidéos et podcasts sur les sportifs emblématiques du territoire. Comment le sport les a aidés à se construire, à développer leur personnalité, à améliorer leur confiance en eux. Mais aussi parler de dépassement de soi, d'abnégation, de résilience, de courage et de performance. Et avec nous, on va découvrir comment, pourquoi et avec quelle force ils ont réussi à être ce qu'ils sont. J'ai hâte de partager avec vous cette nouvelle expérience. Alors rejoignez-nous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on rejoint Philippe. C'est un marin qui pratique la course au large, ancien membre des forces spéciales. C'est un skipper qui participera à la solitaire du Figaro. Rencontre avec Philippe Hartz. Salut Philippe. Bonjour Pierre, Content de te rencontrer. enchanté. Je te propose une petite balade sur les pontons de l'Orient On fait ça. pour découvrir un petit peu ton parcours, qui tu es. Alors c'est vrai que ça me tient à cœur d'être à Lorient parce que historiquement, de la Compagnie des Indes à la Seconde Guerre mondiale, en passant par le pôle grand large des sports nautiques, c'est quand même une ville qui est extrêmement riche. Donc toi Philippe, tu es skipper sur la solitaire du Figaro et tu as commencé le bateau dans les années 90, je crois, sur l'Erdre, du coup en voile légère. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour avoir une vie aussi maritime? Ben ouais, comme tu dis, j'ai eu la chance de commencer sur l'Erdre à l'école de voile au SNO Nantes. Et puis en fait, je me suis plu, la piqûre marine, le sel, tout ça, ça m'a plu. Et donc du coup, naturellement, je me suis mis dans la compétition et c'était un moyen d'être souvent en mer. Et puis finalement, pratiquer un jeu qui est quand même super rigolo en mer et très complet. Donc tu as quand même eu un titre en 4-20, même plusieurs. Ouais, en 2000, on a eu, avec mon équipier Adrien Hardy, on a eu un titre de champion de France et champion d'Europe en 2000. Et puis après, moi j'avais envie de rentrer dans la marine nationale. Donc du coup, voilà, il y a un embranchement, un choix qui s'est fait de carrière. Et puis voilà, je suis de retour à la course depuis 2021. Donc je vais entamer ma 4e solitaire du Figaro. Et j'en suis super content. Et j'espère que l'histoire va continuer pour un Vendée Globe 2028. Donc en fait, tu as commencé par la voile légère et puis tu es resté dans la marine quand tu as intégré la marine nationale au sein des commandos marines. Oui, donc moi il y avait un choix qui m'intéressait. Quand j'étais au lycée, je m'étais dit, j'avais 2 voies qui m'intéressaient, c'était pilote de chasse ou commando marine. Je n'ai pas pu, pour des raisons diverses, passer les tests pilote de chasse. Et du coup, je me dis, bon, je serai commando marine. Et du coup, je me suis engagé. Et j'ai eu une carrière au sein des commandos marines que j'ai eu l'honneur de servir. Et aujourd'hui, je sers la marine un peu différemment, dans une mission de rayonnement au travers de ce projet Marine nationale. Donc voilà, dans le bateau. Donc on ira voir le bateau tout à l'heure. Donc le bateau. Adrien, c'était mon équipier en 420, enfin mon barreur. Adrien Hardy, ton équipier en 420 pour le titre. Ouais, c'est ça. Et donc le bateau que tu représentes, la marine recrute, là donc tu es quand même pour la promotion du recrutement de la marine nationale à travers ce bateau sur les 4 solitaires du Figaro. Pas seulement, c'est la marine dans son ensemble. Alors forcément on a des enjeux de recrutement, mais c'est aussi de rayonnement, c'est-à-dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont nos missions, quelles sont nos valeurs, pourquoi moi notamment, j'explique pourquoi j'ai rejoint la marine, et le dire aux jeunes que c'est une vie d'aventure, hein, c'est dans la nouvelle campagne de recrutement, et c'est vrai, Ah ouais, il y a beaucoup de travaux sur le pôle grand large à Lorient. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de nuisances sonores, mais cette zone elle connaît un tel boom. Il y a des bâtiments qui jaillissent de partout. C'est vraiment en plein essor. D'ailleurs, les trimarans qu'on voit ici, c'est unique. Ouais. C'est unique, on les voit qu'à Lorient. Donc c'est une zone qui est en pleine mutation. Donc c'est la 4e solitaire que tu vas faire cette année. Est-ce que tu as un objectif particulier? Non, je fais plus ça sur la solitaire du Figaro. C'est assez ambitieux de se dire je veux faire dans telle place. Pour moi, c'est une source de frustration en plus si on n'est pas dans les objectifs. Déjà, on est déçu.
Et en plus, on est déçu de la place générale et en plus on se met une double peine en disant qu'on n'est pas dans l'objectif. Alors je sais que je peux prétendre à des belles choses sur cette solitaire. J'ai déjà eu une deuxième place d'étape sur la solitaire 2022. Voilà, je sais ma place dans la hiérarchie globale, je pense qu'elle peut faire vraiment de belles choses. Maintenant, me donner un objectif chiffré, je trouve que c'est se donner une ouverture à une double frustration, quoi. Cette année, le parcours part de Rouen, vous allez jusqu'au sud de l'Espagne, c'est à peu près 4000 km. Et tout à l'heure, tu parlais du Vendée Globe, où on est à peu près sur 45 000 km. Justement, c'est un peu ton objectif aussi en 2028. Est-ce que ce x10, en termes de distance, pour toi, c'est quelque chose qui te fait peur ou ça ne change rien sur la préparation? Non, en fait, pour moi, ça ne change pas grand-chose. C'est un peu le même état d'esprit. Oui, c'est plus long, bon, tu vas plus vite. Après, c'est sûr que l'engagement est différent dans le sens où tu es plus au large, tu passes à peu près aux alentours du point Nemo, donc le point qui est en mer qui est le plus éloigné de la Terre. C'est sûr que là, quand il se passe quelque chose, il n'y a pas grand monde pour venir te secourir. Donc il faut être bon marin, quoi, encore plus. Le Figari, ce qu'on appelle donc le coureur en Figaro, lui, on va dire qu'il y a des choses qu'on ne fait pas en bon marin. C'est plutôt l'adage, c'est plutôt si tu choques, tu as un lâche, quoi. Vas-y à fond et puis voilà. Alors que bon, tu vas être au point Nemo, tu as intérêt de réfléchir à deux fois avant de faire une prise de risque, quoi. Donc voilà, ça change un petit peu, mais globalement, ce qui fait que tu es là, c'est que tu aimes faire de la course en bateau. Et voilà, ça me plaît. Tu parlais du Vendée Globe et de l'aventure. Alors moi, je pense tout de suite à quelqu'un, Yves Parlier en 2000, qui pète son mât en 3, qui décide de réparer son mât, qui arrive à réparer son mât avec un réchaud, des lumières, enfin un vrai aventurier. Il repart, il n'a plus de ration, il bouffe des algues. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore avoir ce type d'aventurier avec les évolutions technologiques? Alors complètement. Alors c'est ce qui a fait la légende du Vendée Globe. Si ça avait été qu'une course et puis ça aurait été fade, un premier, un deuxième, etc. En fait, il y a plein d'histoires dans le Vendée Globe et il y a chacun la sienne. Donc il y a celui qui gagne. En général, il a eu un peu moins de problèmes que les autres. Et puis surtout, bon, il a bien fait le job, mais globalement, il a eu cette réussite où il n'a pas eu de casse particulière qui fait qu'il peut aller chercher les victoires. Alors déjà, sur le dernier Vendée Globe, ce qui est rigolo, c'est que elle a été chamboulée par plein de choses, notamment des casses, les bateaux des dernières technologies. Il y a eu un gros boom en fait dans les IMOCA qu'on a vu tout à l'heure. Il y a eu un gros boom technologique qui fait que il y a eu un temps de fiabilisation des bateaux. Là, je pense qu'on y est. Là, on verra. Mais ce qui fait que on a eu un Vendée Globe où c'était un bateau d'une génération un peu antérieure qui gagne, avec les bateaux à dérive qui étaient encore de la génération antérieure qui étaient quand même pas loin. Parce que tous les bateaux de dernière génération, finalement, ils n'ont pas tenu le choc de l'accélération dans les mers du Sud, et même un peu avant. Là, je pense que cette maturité est là, et je pense que ça va être une bataille, en tout cas sur l'avant du dispositif, des derniers bateaux, quoi. L'évolution majeure en termes technologiques, on est d'accord, c'est les foils. C'est les foils, mais c'est vraiment un game changer, ça change complètement la course, ça change complètement les bateaux, leur forme. Donc en fait, il a fallu, alors en R&D, ça a été un énorme boom. Bon, moi j'étais un petit peu loin de ça, j'étais dans d'autres sphères, mais ouais, ça a complètement chamboulé le monde de la course au large. La solitaire du Figaro, comme beaucoup de courses, c'est une course en monotypie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la monotypie? La monotypie, c'est tout le monde a le même bateau, donc a priori, c'est le skipper qui fait la différence. La seule chose qu'on a de différent sur les bateaux, c'est les voiles, parce que faire deux voiles exactement pareilles, c'est très difficile. Donc on préfère, ça fait moins d'injustice de laisser libre sur des voiles que dire que c'est tout le monde pareil, alors que ce n'est pas réellement le cas dans la technique. Il y a toujours des certaines limites qu'on n'arrive pas à atteindre. Mais globalement, nos bateaux, c'est tous les mêmes. Et il y a un bon skipper qui prend un bateau qui gagne. Le lendemain, il est racheté par un autre skipper qui est plus débutant. Bon, il se retrouve en fond de classement. Et on le voit d'une course à une autre, un bateau qui est pris par un autre skipper qui maîtrise mieux. Bon, bah, donc voilà, on y est. Je pense qu'on a une monotypie, une belle monotypie où finalement on voit bien que c'est le skipper qui fait la différence. Et c'est ça qu'on cherche. Est-ce que tu crois qu'on peut quand même créer une différence avec le choix des voiles, puisque c'est le seul élément apparemment, si je comprends, où on peut faire un peu ce qu'on veut? Alors en fait, il y a un truc dans le monde de la compétition,
en voile qui est très... si j'ai pas la dernière voile, je peux pas gagner. Bon, moi, je constate quand même qu'en Figaro, tu mets des voiles un peu... un poil fatigué à un mec qui est très bon. À part l'autre très bon, il n'y a personne qui va voir la différence. C'est-à-dire que je pense qu'on y va un peu trop loin. Il y a une petite différence, mais elle est vraiment infime. Et au final, on va passer énormément de temps à développer une voile pour aller... mais c'est vraiment un pouillème plus vite. Et par contre, on va rater le gros coup parce qu'on est fatigué. On va rater le gros coup, tu vois, en tactique ou stratégique. Donc je pense qu'il faut trouver le bon ratio entre... après, il y a d'autres notions. Une voile plus récente, elle est plus fiable. Puis ça dépend des voiles. Un spi, je pense que c'est plus sensible qu'une grande voile. Une grande voile, elle vieillit moins. Je trouve que... Donc voilà, il faut trouver le bon rapport. Et puis l'énergie que tu mets à développer aussi, parce que c'est beaucoup d'énergie de travailler avec le voilier et de développer des voiles. Alors là, justement, c'est marrant parce que tu parlais des athlètes des JO, mais on va arriver à un portrait. Quelqu'un que tu admires beaucoup, puisque Éric Tabarly, déjà, il est passé par la case marine nationale. Il a été breveté commando marine. Ouais. Et puis, il a dû partir parce qu'il a été appelé par le ministère des Sports, je crois, ce qui a arrêté sa carrière auprès de la marine nationale. Est-ce que tu es d'accord avec cette histoire ? Les détails, je ne les connais pas vraiment. Ce que je sais, c'est qu'il a été mis à disposition du ministère des Sports. Maintenant, dans quelle heure ça fait? Est-ce que ça a été sa demande? Est-ce que ça a été une proposition après sa victoire de la Transat? J'en sais rien du tout. Ce qui est sûr, c'est qu'on a Penduic qui est là, il y a le visage du commandant Tabarly qui est là. Il a marqué le destin de notre sport. Je pense qu'il a marqué aussi le destin maritime de notre pays. Et voilà, c'est pour moi, lui, je pense qu'il n'aurait pas aimé qu'on le décrive comme ça, mais c'est une espèce de mythe. Et il est parti comme il devait partir. C'est comme Saint-Exupéry, ça participe à la légende. Pour moi, ça fait partie des légendes. C'est un peu la figure de proue de l'Orient. Il est partout. Il y a les Penduic qui sont là. Et effectivement, il fait partie de l'identité de l'Orient. Il est même sur le bâtiment K2, une fresque gigantesque. Alors, justement, est-ce qu'il y a d'autres personnes comme ça qui t'inspirent au quotidien? Tout à l'heure, je parlais de Yves Parlier, évidemment l'incontournable Éric Tabarly. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ouais, là, forcément, il y a plein de gens qui m'inspirent, mais si on parle de tous les gens qui m'inspirent, globalement, on va se perdre dans plein de figures. Donc, c'est un des jalons qui nous inspire, et comme il y en a plein d'autres. Mais on va rester sur lui. Mais il n'y a pas de hasard. S'il est là où il est, c'est pas parce qu'il a voulu briller, c'est parce qu'il était animé de valeurs et de certaines choses qui l'ont conduit à embrasser sa carrière et et l'homme que l'histoire lui laisse et la place que lui laissera l'histoire. Mais globalement, je ne pense pas qu'il se levait le matin pour dire je veux rester dans l'histoire. Il se levait le matin parce qu'il était passionné, parce qu'il aimait, qu'il était animé de valeurs. Il voulait toujours aller plus en avant. Ceux qui en parlent le mieux, je pense que c'est ses anciens équipiers, les Kersozon, les Poupon et compagnie. Voilà, il n'a pas été petit dans le sens où il ne s'est pas dit moi je dois briller. Et il a formé plein d'équipiers, il a vécu de belles aventures et c'est ça qui a fait son histoire. Et puis physiquement, il avait quand même une réputation à être très solide, puisque j'ai aussi lu qu'il avait les meilleurs chronos sur le parcours du combattant et autres marches. C'était impressionnant même de le voir monter au mât. C'est une force de la nature. Hein. Oui, il aimait bien, je crois je ne l'ai pas connu, mais j'ai cru comprendre qu'il aimait bien tirer sur le bois mort, comme on dit. Ouais. Et c'est sûr que ses notes parlaient d'elles-mêmes. Je crois qu'il était quasiment tout le temps à 20 sur 20. C'est-à-dire que les barèmes, ce n'était pas fait pour lui. Il était au-dessus de la meute en termes de qualité physique. Alors, on dit que on peut avoir comme une tondeuse à gazon pendant 6-7 jours dans les oreilles. Comment tu arrives à gérer ces nuisances? Comment tu gères ton sommeil? Est-ce que tu as des secrets parce que tu as développé des compétences à travers le fait que tu sois un ancien commando marine. Comment tu abordes les choses sur le sommeil? Est-ce que c'est dur pour toi ou est-ce que vraiment c'est un truc, tu t'en fous, tu gères?
Non, le paramètre, il est plus inquiétant pour ceux qui arrivent. C'est-à-dire que ils ne se connaissent pas encore, ils ne connaissent pas encore leurs limites, ils ne connaissent pas encore comment le gérer. Moi, j'avais un petit plus en arrivant en tant que bisu sur ce paramètre-là, puisque je me connaissais fatigué, puisque le travail d'un militaire, c'est souvent se connaître quand on est un peu cramé, et parce que les situations opérationnelles nous y amènent. Donc à la formation, on emmène dans des situations de fatigue poussées. Donc moi, je me connaissais comme ça, je connaissais les signes, je sais comment je suis. Moi, j'ai pas trop, je le vis assez bien. Et après, il faut pas prendre, tout le monde apprend. C'est-à-dire que leur première année, les tabous tombent et ils disent ok, bon bah moi je suis comme ci, je suis comme ça. Et la deuxième année, en gros, ils ont compris et après ils gèrent quand même, tout le monde gère plutôt bien son sommeil. Il faut se rappeler que je pense que l'être humain est un chasseur-cueilleur et qu'il n'a pas passé toute son histoire et sa survie n'était pas due au fait qu'il passait des nuits de 8 heures bien au chaud en sécurité. Il a fallu qu'il soit aussi adaptable et je pense qu'on fait juste réveiller quelque chose qui est en nous, quoi. Alors tu parles de chasseur-cueilleur, est-ce que justement il y a une anecdote vraiment que tu as vécue en pleine course ou en entraînement où tu t'es dit bon là je vais aller chercher mes ressources pure primaire pour gérer une situation assez exceptionnelle. Quelle est la première image qui te vient en tête? Là, j'en ai pas vraiment. Et si je pense que c'est le cas, c'est parce que pour l'instant, je ne suis pas encore allé. Ok. Mais je sais que c'est juste une histoire de karma. C'est que pour l'instant, j'y suis pas allé. On dit que l'anticipation prime l'action, c'est peut-être aussi parce que tu es organisé dans ce sens. Peut-être qu'il y a le petit sens marin qui fait que quand ça commence à craindre, j'ai le petit coup d'avance. Maintenant, je pense aussi que c'est une histoire de karma. Tu te retrouves dans le Grand Sud avec une vague scélérate qui était imprévisible. Tu démarres, bon là il y a un moment, et c'est le moment où tu n'as pas dormi, c'est le moment. Bon il y a un moment là il va falloir quand même aller chercher dans les ressources, quoi. Donc c'est pas arrivé, je pense que c'est plus une histoire de karma que d'autre chose, quoi. Il suffit de faire plus de temps de mer et ça arrivera. Alors il paraît que tu as un surnom. Ouais. Tu es le roi des vacations. Tu adores t'étaler à dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de soucis, il fait beau, on a hâte de rentrer boire un coup. Non, pas du tout en fait. Ton surnom, c'est Philippe Rass. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ouais, alors les surnoms, on a chacun donne un surnom à une personne. Alors oui, dans le monde de la solitaire, le directeur de course, lui, il m'appelle Philippe Rass. Parce que quand on doit faire un compte rendu de sécurité journalier, le matin, un le soir. Et souvent, alors, la qualité d'un bon compte rendu militaire, c'est clair, concis, précis. Et ben souvent, on doit. Donc il interroge tous les skippers pour savoir si tout va bien à bord. Et si tu commences à t'étaler en disant ouais moi ça va, j'ai passé une bonne nuit. Bon, il y a un moment le compte rendu avec 30, ça commence à passer, ça dure 10 minutes quoi, au lieu de durer 3. Et donc moi j'étais Marine nationale RAS, bon c'est rien de particulier, quoi. Il y a une partie qu'on n'a pas encore abordée, c'est le sponsoring. Puisque tout ça, ça coûte beaucoup d'argent de faire de la course au large. Est-ce que c'est un poste où tu es à l'aise ou est-ce que vous manquez de moyens et d'accompagnement pour justement aller séduire les différentes entreprises qui pourraient vous accompagner? Alors on est dans un sport professionnel. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui est le plus important? Et moi je le vois comme ça, c'est un pilier, c'est un tabouret à 3 pieds. Il faut que le public s'y intéresse à ce qu'on fait. Déjà il faut qu'on ait envie de naviguer. Il faut qu'on ait envie de faire du bateau. Il faut qu'il y ait des directeurs de course et des organisations qui aiment aussi organiser des courses pour nous. Il faut qu'il y ait un public et des médias qui s'y intéressent. Et à la fin, il faut qu'il y ait des sponsors qui le financent. Parce que sinon, le tabouret ne tient pas. Donc il faut que tout le monde s'y retrouve. Et moi, actuellement, financièrement, pour l'instant, c'est compliqué parce que la marine me soutient, je suis toujours marin et donc ça me permet de vivre, mais globalement je n'ai pas de sponsor. Donc cette année j'avais des sponsors sur les années précédentes et là c'est un petit peu la survie. Donc aujourd'hui c'est à mes finances personnelles que je finance la saison, mais ça je peux le faire que cette année et après ça s'arrêtera. Donc si l'aventure continue, il faut que
voilà, il me faut des sponsors et j'espère que je suis bankable et qu'il y a si des sponsors accompagnent d'autres skippers, c'est qu'il y a un intérêt parce que sinon ils ne dureraient pas dans le temps. Et donc moi j'espère convaincre des sponsors de l'intérêt qu'ils ont de me suivre dans l'aventure de Vendée Globe 2028. Donc tu es en recherche constante de sponsors. Ouais, alors recherche constante, on va dire qu'on prépare la mission et après on l'exécute. Là pour l'instant je n'ai pas trop cherché directement, là pour l'instant j'ai activé les réseaux et maintenant ils attendent que j'envoie ce qu'il faut pour... Mais voilà, je préfère bien préparer et là j'ai décidé d'arrêter cette partie-là de m'occuper du sportif et en septembre je reprendrai ce travail-là et là on va vraiment entamer, mais en tout cas je me donne 3 mois de recherche de partenaires et début 2025, si je n'ai pas trouvé, ce sera la fin de mon histoire de course au large. En tout cas, sous le format actuel avec mon projet. Voilà. Après, si en janvier 2025, il y a un sponsor qui se manifeste, mais en général, ça ne se passe pas tellement comme ça. Quand tu cherches, tu ne trouves pas, c'est pas 2 mois après, ou 6 mois après qu'on va t'appeler. Donc voilà, je vais jouer mon destin d'ici à la fin de l'année 2024. Mais je suis vraiment convaincu qu'on peut que je peux persuader des sponsors de me suivre parce qu'il y a une visibilité, parce que ça génère un engouement incroyable dans les entreprises, parce que aussi en termes d'image publique, c'est intéressant, je pense, aux des sponsors de s'associer à cette image et je pense qu'on a vraiment une belle histoire à vivre. Il y a des enjeux technologiques, il y a des enjeux, on peut travailler avec les écoles, Donc voilà, en fait, si on a de l'imagination, on peut faire une histoire incroyable. Mais avant de ça, il faut de l'audace et il faut l'audace d'y croire. Et j'espère persuader des sponsors audacieux de m'accompagner dans ce projet. Moi, j'y crois, en tout cas. Pour revenir à la Solitaire du Figaro, c'est la course en solitaire la plus vieille de France, avec des personnes, des skippers comme Michel Desjoyaux qui l'a gagné 3 fois, puis après devant des globes. Ouais. Oui. Et la punchline, c'est ici naissent les légendes. Tout à l'heure, on parlait d'Éric Tabarly, mais je crois que Michel Desjoyaux, pour toi, c'est quelqu'un qui a quand même vraiment fait ses preuves, que ce soit sur cette course, puis après sur les Vendée Globes. Bah, j'étais pas là, mais il l'appelait le professeur. C'est pas pour rien. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les figaristes ont une place de choix au Vendée Globe. Et c'est pas tellement... En fait, ce qui fait la particularité, c'est que tu viens, tout le monde a le même bateau que toi. Donc quand tu vas plus vite, tu sais vraiment que tu règles mieux et que tu fais les choses mieux sur le bateau. Alors que quand tu n'as pas le même bateau, tu te poses toujours la question, est-ce que c'est moi qui suis mieux ou c'est mon bateau? Tu vois, tu vas pouvoir comparer, mais là c'est factuel, tu as le même bateau et quand tu es à côté et que tu vas plus vite, a priori c'est que tu t'en sers mieux. Est-ce que pour toi, la Solitaire du Figaro, c'est une étape indispensable avant d'accéder au Vendée Globe? Non, c'est pas indispensable. Pour moi c'est mieux, mais c'est pas indispensable. Il y en a plein de gens, là il y a des jeunes, ils ont 20 ans, enfin 23 ans, je ne sais plus le plus jeune, et ils vont faire un Vendée Globe. Après, il faut être bon marin. Maintenant, dire que à 20 ans, tu vas aller batailler des gens qui ont plusieurs solitaires, qui naviguent en IMOCA depuis un moment, il y a tellement, c'est un sport d'expérience, il y a tellement à abreuver, de choses à acquérir, que ils vont y aller, ils vont faire la course, ils vont probablement la terminer. Mais c'est Loïc Perron, il dit quelque chose d'intéressant, il dit flotter, tout le monde sait faire, flotter vite, ça devient un art, particulier. D'un point de vue actualité, c'est quoi le moment le plus fort de l'année pour toi, que ce soit positif ou négatif? Le moment plus fort, alors en fait en voile sportive, ça a été très dense comme année. Début d'année, il y a eu la Arkea Ultime Challenge, le tour du monde en ultime, c'est super très marrant. Il y a les Jeux Olympiques, il va y avoir le départ du Vendée Globe, il y a la Coupe de l'América, c'est hyper riche comme année internationale voile. Mais ce qui me marque plus, moi, c'est les conflits quand même. Il y a la guerre en Ukraine qui continue, ce qui est quand même, moi, je trouve très inquiétant. Et là, il y a un nouveau point chaud qui est en train d'émerger en mer Rouge avec le conflit avec les Houthis. Ici, on a la chance, on a un pays qui est un peu dans un cocon. Et ce cocon, ça nous donne une perception un peu erronée du monde, dans le sens où le conflit ne s'est jamais arrêté. C'est pas parce que la Seconde Guerre mondiale est passée que les conflits sont arrêtés. Et peu importe la vie qu'on en a,
Je pense que, et j'en ai perçu l'importance en intégrant la marine. En fait, les armées sont un peu le garant de cette bulle de protection. Et, aujourd'hui, je fais de la course au large, je m'éclate, c'est ma passion. Mais j'oublie pas qu'il y a du monde qui travaille pour que nous, on puisse faire du bateau tranquillement, qui sécurise nos approches maritimes. Et voilà, j'ai une pensée pour les équipages toujours qui sont au loin en train de sécuriser. Je pense pas, je sais pas si on est un pays parfait, il n'y en a pas. Ce que je crois, c'est que, et pour l'avoir vécu dans les opérations, c'est qu'on a de l'égard, en tout cas pour les endroits où on est et les gens qu'on a en face, et que même si on n'est pas parfait, on a quand même envie de discuter. On Ça a te envie manque le terrain? Non, ça ne me manque pas parce que je m'éclate dans un autre terrain. Les copains, ouais, la camaraderie, c'est pour ça aussi le projet IMOCA, ça m'intéresse parce qu'il y a quelque chose d'une dimension humaine qui est beaucoup plus forte. Là, je peux quasiment gérer le projet tout seul, Ouais. même si ce n'est pas les meilleures dispositions. Financièrement, là, je ne peux pas m'entourer. Mais en IMOCA, clairement, ça devient impossible. Là, c'est encore possible, même si ce n'est pas les mêmes meilleures dispositions sportives. Mais en plus gros bateau, c'est impossible. Tu ne peux plus, faire ça, quoi. Parce que toi, tu as eu l'habitude quand même de travailler en équipe au sein des commandos. Est-ce que ça n'a pas été compliqué au départ de se retrouver tout seul? Tu n'as pas eu des traversées du désert, des dépressions, enfin, de te retrouver tout seul, même si tu es aidé quand même, mais tu restes tout seul. Est-ce que ça n'a pas été compliqué à gérer ça, ce manque de camaraderie justement? Alors moi, je me décris comme un solitaire sociable. C'est-à-dire que quand je suis en groupe ou si je suis tout seul, en fait, ça se passe bien. En gros, et donc en ce qui a été, en fait, je me sens pas du tout seul parce que j'ai toujours des messages de plein de copains, d'amis, d'inconnus, de mes proches, en fait, qui sont tout le temps en train de me soutenir, donc je me sens pas seul. Concrètement sur le bateau seul, mais je vois bien qu'il y a du monde qui m'entoure. Je reçois plein de messages de marins, d'autres unités, d'autres armées, des inconnus, des jeunes qui veulent rentrer dans la marine, des gens qui s'intéressent à tout cet écosystème, le monde de l'industrie de défense. Enfin, il y a plein de monde, et après même des gens qui soutiennent nos armées. Et donc, et même des gens qui s'intéressent juste au bateau et qui me... Donc en fait, je ne me sens pas du tout seul. Et d'ailleurs, justement, ce qui était plus compliqué, c'était de passer de l'ombre à la lumière, où finalement, là, il y avait un vrai soutien. Donc en fait, je me fais porteur auprès des forces du soutien que la nation leur témoigne. Parce que finalement, à travers moi, c'est la personne à qui ils peuvent le dire. Alors sinon, ils ne savent pas à qui dire et comment le faire. Donc en fait, je m'en fais plutôt témoin. Et à chaque fois que je vais voir les unités pour présenter le projet, j'essaye de leur dire, ok, sur les gars, sur les pontons, j'entends allez la marine, allez l'armée française. Et ça fait quand même chaud au cœur dans un monde où finalement on a une perception, où on a des fois l'impression que nos armées ne sont pas soutenues. Eh ben, c'est pas tout à fait vrai. Et en tout cas, les choses ont beaucoup changé avec malheureusement l'arrivée du terrorisme, etc. Où finalement, dans l'opinion publique, et les gens soutiennent leur armée. Et savent qu'elle fait au mieux avec ses moyens des fois un peu, qui sont souvent très contraints. Et donc voilà, j'essaie de m'en faire le porte-parole auprès d'eux parce que moi je l'entends directement. Et d'ailleurs, quand je suis en train de bricoler sur le bateau, il y a plein de gens qui s'arrêtent. Ah, moi je suis un ancien marin, ah mon frère, ah machin, merci pour ce que vous faites. Parce que liberté, naviguer librement sur les eaux, et il y a des endroits où c'est plus de l'acquis. C'est un beau message aussi, le fait que justement après ta carrière à la Marine nationale, tu aies pu faire quelque chose qui te plaît, parce que c'est pas facile de quitter une famille pour en retrouver une autre. Et bon, je pense que ceci, ça peut permettre aux jeunes qui, lorsqu'ils ont envie d'arrêter la Marine nationale et repartir sur un projet, se disent que on peut quand même faire des trucs hyper sympas et notamment rester dans le milieu maritime, ce qui t'anime depuis l'enfance. Moi, je ne vais pas faire le démago en disant tout le monde doit faire de la course au large. Il faut se battre vraiment fort, il faut avoir plein de planètes alignées pour pouvoir y aller. Et il y a un moment, et en plus quand on a de la chance et qu'on y arrive, tant mieux. Et moi je mesure ma chance. Par contre, ce qui est pour la deuxième carrière des marins et des militaires, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, sans le savoir, on a acquis un savoir-être qui est très bien, on va dire, qui est recherché maintenant par le monde privé. Et ça, on s'en rend compte quand on sort, mais il faut savoir faire la transition. C'est-à-dire que tout ne va pas être comme dans l'armée. Il y a des choses qui vont être mieux, des choses qui vont être moins bien. Et il faut savoir regarder le verre à moitié plein. Et quand on fait le choix de quitter, il y avait un de mes commandants qui disait pour savoir bien recruter, il faut savoir bien décruter. Et je pense qu'il a raison.
Et donc il disait aussi que la priorité 1, c'est la formation, parce que c'est demain. Et je crois aussi que c'est vrai, c'est que la formation et la transmission, c'est quelque chose de très important. Parce que si on fait le choix de court terme de sacrifier ça, et c'est pour ça que je salue l'éducation nationale, si on fait le choix de sacrifier ça, eh ben, demain sera compliqué. Alors ce n'est pas toujours une histoire de moyens, ce n'est pas toujours de l'argent, hein, c'est juste de l'humain. L'argent, ça fait partie de l'équation, mais c'est de l'humain. C'est qu'il y a un moment, et aussi les jeunes, il faut qu'ils soient ouverts à ce qu'on a à leur transmettre. Et à 10 ans, tu n'as pas tout compris de la vie encore. Il y a tes anciens, tes parents, tes cadres, tes professeurs, ils ont beaucoup de choses à t'apporter. Et soyez jeunes, soyez ouverts à ce que vos anciens ont à vous transmettre. En tout cas, sur les réseaux, tu sembles hyper accessible. Si jamais des jeunes ont des questions à te poser sur ton passé, ton présent, ton futur, tu es là pour leur donner des conseils. Ça, j'ai l'impression que c'est important pour toi, transmettre des connaissances et pour les emmener vers un développement de compétences. Ça, c'est important pour toi quand même, cette transmission. Oui, c'est important. Alors, il faut prendre en compte que, par exemple, si j'ai une question au président, je ne vais pas appeler le président. C'est-à-dire que moi, mon agenda, au bout d'un moment, il commence à se contracter. Donc là, je suis encore à la phase où je peux répondre. Et il y a un moment, ça deviendra très compliqué. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je peux leur répondre. Donc, je le fais. Je fais ce qui est dans mes capacités. Et là où ce qui est compliqué de savoir, c'est est-ce qu'ils veulent rentrer en contact avec l'ancien commando et donc ils ont des questions des fois qui sont un peu bateaux. Comment on devient commando marine? J'ai envie de dire, bon bah en fait aujourd'hui tout est sur internet et puis tu vas au service de recrutement de la marine, justement explique tout ce qu'il faut faire. Il suffit d'aller dans un CIRFA marine et dire je veux être commando marine. Ils vont dire oh, tu ne peux pas être directement commando marine, il faut faire fusilier, c'est le plus probable, ou une autre spécialité. Mais en tout cas ils vont expliquer le cheminement. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est intéressant, c'est que l'approche n'est pas bonne. C'est que plutôt que de dire j'ai envie de parler avec le premier maître, Arts, et va se dire comment on fait commando marine. Mais du coup, il ne part pas dans une bonne posture. Donc moi, je vais lui expliquer, je vais le renvoyer vers la procédure. Par contre, en fait, le commando marine, c'est quelqu'un qui est autonome. C'est-à-dire qu'il vient délester, d'ailleurs c'est valable pour tous les militaires, et d'ailleurs c'est valable même pour toute organisation humaine. Il faut délester le décideur de choses qui ne sont pas de son niveau. Notamment, j'avais encore un commandant qui disait « Ne venez pas dans mon bureau pour un problème que vous pouvez résoudre tout seul. » Et oui, le commandant, s'il doit commencer à résoudre des petits problèmes techniques alors que lui, il doit commander l'unité, eh ben, ça ne marche plus. L'organisation sociale ne marche plus. Donc, il faut faire confiance au commandant qui commande. Et lui, il a besoin de sa base qui fasse bien le travail. Un bateau de la Marine nationale avec des machines qui ne tournent plus, eh ben, le commandant, il ne commande plus rien. Il ne commande que des problèmes. L'autonomie, pour toi, c'est indispensable pour tous les jeunes qui veulent faire notamment l'école des fusiliers marins et des commandos. L'autonomie, c'est extrêmement important. L'autonomie est indispensable pour tout le monde. À partir du moment où on commence à demander aux autres de faire ce que nous, on a, ce qui relève de notre responsabilité, il y a déjà une faute. Il y a déjà une faute de perception. C'est pour toi une valeur indispensable pour travailler dans n'importe quel milieu. Exactement, et puis c'est mon autonomie au service du collectif. Ce n'est pas le collectif au service de un pour tous et tous pour un. Est-ce que pour toi, la rusticité et sortir de sa zone de confort, c'est des valeurs indispensables pour être un bon marin? Ouais, oui. Là, on voit bien dans notre société, on a du mal à sortir de cette zone de confort. Et sortir de cette zone de confort, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur la transmission. Et des fois, ça se fait avec la main de fer et des fois, ça se fait avec le gant de velours. Et oui, sortir de cette zone de confort, déjà, c'est ça la vie, quoi. Il y a un moment, c'est pas édulcoré, c'est la vraie vie. Donc moi, je me définis comme un réaliste. Il y a l'idéal, et puis après, c'est mis en face à la réalité. Et à la fin, ce qui se passe toujours, c'est ce que dit la réalité. Donc sortir de cette zone de confort. Voilà, on me demande souvent qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir commandant marine. Peut-être va dans la nature et va faire des cabanes dans la nature plutôt que faire du crossfit. Oui, il fait du sport, mais un bon commandant marine, c'est pas un champion de crossfit, c'est un mec qui est physique, etc., mais qui est rustique. Parce que dans le bateau, c'est pareil, on va faire des choses. Ça, c'est ton bateau. Ça, c'est mon bateau. Et on va faire des choses difficiles, mais pas quand on est à l'optimum de notre forme, quand on va être fatigué, etc. Et c'est là où on trouve la ressource. Et si on n'est jamais sorti de cette zone de confort, globalement, on n'a pas trop la place sur ces bateaux-là. Ou de toute façon, on sera les seuls à pouvoir résoudre le problème. Soit on a cette capacité à bien le résoudre et prendre des bonnes décisions au bon moment clé,
sous contrainte, sous fatigue, soit en fait on s'est jamais posé ces questions. Et en fait, on a tous cette capacité d'adaptation qui est forte et il faut se faire confiance. Voilà, il faut se faire confiance pour rider ces machines. Est-ce que la vitesse est limitée avec les foils? Est-ce que tu peux nous dire quel gain on a en vitesse moyenne par rapport à avant où il n'y avait pas de foil? Est-ce que c'est du 20%, 30%, 40% de vitesse supérieure? Alors on va parler en termes de, parler en termes de bateaux de cette taille et on va dire de cette catégorie de conception, on va dire dans les technologies de poids, etc. Alors en fait, ce qui gagne beaucoup les foils, c'est au reaching, c'est-à-dire quand le vent il vient de travers. On gagne énormément, donc ils ont 3 effets et l'un des effets, c'est l'allègement. Et en fait, au bout d'un moment, le bateau il commence à sustenter sur le foil. Alors, il s'allège, le Figaro, il s'allège. Ça fait un petit peu comme un trimaran. Ce qui est important, c'est le moment de redressement. C'est-à-dire que le rapport, c'est en kilos par mètre. Et plus ce moment de redressement est fort, plus on peut tirer sur les voiles pour avancer, pour tirer sur le moteur. Et en gros, ce qu'on a apporté avec les foils, c'est du moment de redressement et de l'allègement. L'allègement, ça fait moins de surface mouillée, ça fait moins de traînée. Moins de traînée, donc plus de vitesse. Donc ce qui fait avancer un bateau, c'est le meilleur rapport entre ce qui pousse et ce qui freine. Et donc ça rajoute de la poussée dans les voiles et ça réduit du frein de carène, donc de freinée hydrodynamique. La course, elle est dans à peu près 2 semaines. Dans 2 semaines, tu es parti. Ouais. Hein Ouais, une semaine et demie. Tu as fait des petites améliorations, tu as changé des pièces récemment. Quel a été le plus gros travail pendant le dernier mois là, sur le fait de préparer ton départ de la solitaire? Est-ce qu'il y a eu des gros travaux? Alors, on va dire que c'est de l'entretien. Tu as intérêt d'être rigoureux sur l'entretien du bateau. Parce que tout le temps, je passe mon temps à faire des choses sur le bateau. Parce que là, j'ai pas de préparateur. Peut-être pas tous les jours, mais ou sinon je ramène du travail à la maison. Tu vois, j'ai fait beaucoup de travail d'épissure, j'ai fait mes écoutes. Si, par exemple, je vais donner si mes écoutes de Génac que je devais refaire, je les sous-traite, j'en ai pour quasiment 1000 balles les écoutes. D'accord. Si je les fais moi-même, j'ai récupéré de la gaine, j'ai bricolé, j'ai récupéré mes âmes. Et donc j'en ai eu pour 100 balles de gaine. Ouais. Et donc en fait, moi, à moyen très contraint, tout sort de mes poches. Enfin là, ça sort de mes poches. Bon toi, comme je disais, tu retrouves des ressources pour. Mais c'est du temps. C'est du temps que tu n'es pas en train de trotter. T'es quelqu'un qui dort beaucoup? Non, Parce pas que forcément. Pour pouvoir tout faire, l'aspect commercial, l'aspect réparation, la préparation physique, l'étude, répondre à tous les gens sur les réseaux, tu dors combien de temps par nuit? Non, mais attends, là ça va, je me concentre là-dessus, donc je dors quand même. Mais oui, ce qu'il y a, c'est que c'est quand même. Non, mais par contre, c'est multi-emploi. C'est que du coup, tu fais un post sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les Instagrammeurs parce que c'est beaucoup de temps, quoi. Pour revenir sur les plus gros travaux, donc oui, communicant, préparateur et skipper. Donc là, moi, je ne suis pas que skipper. Alors, on est tous en général un peu communicants. En tout cas, ça fait partie de la survie dans ce milieu, c'est que les sponsors veulent s'y retrouver. Donc aujourd'hui, il y a un devoir d'image pour le sportif. Mais par contre, si sur le côté préparateur, tu me demandes les plus grosses choses, c'est que en fait, là, depuis un an, j'ai pas énorme de réussite. Soit il y a un truc sportif qui m'arrive et au final, je transforme pas l'essai sportif en termes de classement. Ou soit, des fois, il y a les coups du destin. Et sur la première course de la saison, je tape un OFNI avec le Safran. T'as tapé Ouais, j'ai tapé un OFNI. C'était les grandes marées, donc je pense que c'était une bille de bois. Ok. Et ça T'as cassé? En fait, ça a plié la mèche de Safran et du coup, la tête de Safran était en train de draguer contre le fond de côte. Ok. Donc, moi, j'aime pas abandonner, mais cette fois-ci, c'était un choix plutôt financier. J'allais augmenter la casse sur le bateau en continuant la course. Donc, j'ai dit, bon, allez, je passais, on n'était pas. J'ai mis le clignotant à droite et j'ai dit, bon, allez, stop, on arrête les bêtises. Et en fait, quand on parle de ressources, c'est-à-dire qu'à moyen limité, comment je fais pour ne pas avoir à débourser les 3500 balles que coûte un Safran? J'ai fait un dispositif avec Adrien, notamment, on a cherché, et j'ai replié les mèches. Elles ont été assez solides pour que je puisse replier la mèche à un tube d'inox, tu vois, qui fait un diamètre de 5 ou 7. Il faut vraiment savoir tout faire. Il faut quand même quelques tonnes pour le remettre dans l'axe. Ouais. Du coup, je me suis débrouillé, j'ai cherché, j'ai repris les gabarits d'origine qui est à la classe et puis j'ai recherché, j'ai plié comme il fallait. Et voilà, soit tu te dis j'ai un sponsor et j'ai de l'argent et paf, je mets 3500 balles puis je change et puis c'est tout. Ouais. Ou soit tu passes 2-3 jours à replier tes safrans et à trouver la solution, la bonne solution pour pas non plus l'abîmer. Et donc voilà, j'ai replié, j'ai remis et pour l'instant ça fonctionne, quoi. Tout à l'heure, on parlait de la gestion de la fatigue. Parce que sur une dernière course,
tu nous en parlais sur les réseaux, tu t'es planté de taquet, tu t'es Ouais. planqué de bout. Et justement, cette lucidité dans l'effort, c'est quelque chose de primordial. Et là, tu en as manqué. Alors, Et c'est quelque chose que tu reviens souvent là-dessus. Tu es vraiment, tu te dis, si j'avais quelque chose à refaire, si j'avais une baguette magique, j'aurais essayé d'avoir plus de lucidité sur ce coup-là. Non, alors déjà, j'aime pas dire tu t'es planté et puis c'est comme ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi tu t'es planté. Et donc, comme j'expliquais, il y a plusieurs facteurs, et notamment dans les plus importants. Il y a le fait que à tout faire, tu fais tout un peu moins bien. Forcément, si tu fais que le boulot de skipper, il y a un moment, tu vas mieux faire le boulot de skipper, parce que quand tu dois être préparateur et le soir en train de bricoler, voilà, c'est comme ça. Je suis pas le seul, il y en a d'autres. Il y a un autre truc, c'est qu'en fait, la veille, il n'y avait pas eu de vent, donc j'étais en tête de l'étape et on a pas mal manœuvré parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent, donc on change de voile, SPI, Génaker, J2, voilà, on n'arrête pas de changer de voile. Et il y a un truc que je fais que quand il y a de la molle, c'est que du coup, pour affaler le SPI, j'inverse la procédure entre les deux taquets. Du coup, je largue la drisse et après je largue la mûre. Et en fait, je l'ai fait 3-4 fois la veille. Et le lendemain, dans une phase d'un pic de stress, Tu es revenu je pense que le cerveau reptilien, il a dit fais ce que tu as fait. Enfin, hier, tu as fait ça, c'est ça. Ouais. Donc je pense qu'il y a eu plusieurs effets. Ouais. Il y a un peu de fatigue. Et ce que disait Nanar, quand on a fait, quand on s'entraînait pour notamment des manœuvres de contre-terrorisme, c'est qu'en fait, il te reste 30% de tes capacités mentales dans des situations de stress. Ça s'appelle l'effet tunnel. Tu pourras demander dans une situation d'accident, typiquement, tu pourras demander aux 1000 personnes qui étaient présentes qu'est-ce qui s'est passé. Tu auras 1000 versions. Et tu as des gens qui vont passer à côté des choses énormes qui se sont passées. Mais ils l'ont pas vu. Ils l'ont pas vu parce que leur cerveau reptilien, le cerveau de la survie, a dit ça, c'est pas un paramètre important. Alors. C'est quoi l'anecdote la plus folle que tu as vécue en mission? Il y en a beaucoup. C'est souvent intéressant de voir quand les autres racontent. Tu dis ouais, c'est vrai que c'était rock'n'roll. Maintenant, il y en a une qui était rigolo. Enfin, dans un moment tragique, quelque chose de rigolo. C'était une mission de police des pêches. Il se trouve qu'en face, c'était des pêcheurs armés. Et c'est pour ça peut-être qu'on nous avait envoyés. Et donc on a eu le chef d'élément a été blessé par 2 balles. Donc Rico, je te salue. Et puis alors ce qui était rigolo, c'est que quand il prend la première, moi je crois que c'était un coup de gomme-cogne. C'était non létal. De notre part, parce au début on allait sur des pêcheurs, on n'était pas de prime abord armés d'armes à feu. Et donc, arme à feu en tout cas létale. Et donc, il prend une première balle et il dit j'ai été touché. Et moi, je crois qu'il a pris un coup de gomme-cogne. Et je me dis, mais ça va gueuler au débrief. Le chef de groupe vient de prendre un tir ami en fait. Ouais. Et je dis, je sais que c'est pas moi, il y en a un qui va se faire déboîter. Mais en fait, il dit, j'ai été touché, on continue. Je dis, c'est pour ça, en fait, c'est le on continue qui me suis dit, rien de grave. Rien de grave, ça fait mal quoi. Ça fait mal, juste. Ouais. Bon, la réalité, c'est que ça piquait un peu plus que ce que je croyais. Ouais. Et puis, 30 secondes plus tard, il dit, je suis encore touché. Je dis, alors là, le mec, il abuse quoi. Franchement, il abuse. Ouais, 2 tirs amis, le mec, mon ouais. gars. Ça commençait à être tu vas inquiétant. te faire engueuler et il y a de quoi. Et puis en fait, j'entends le chef d'équipe, le plus ancien, qui dit il y a du sang partout, on décroche. Enfin, on décroche, il y a du sang partout. Et là, je me dis, la gomme-cogne, ça fait mal. Et là, je regarde, je vois du sang. Donc là, je comprends vite que finalement, c'est pas la gomme-cogne qui l'a touché. Et puis, on évacue sur le bateau support. Et puis là, l'infirmier était quand même un peu inquiet parce qu'il avait perdu. Donc, il en avait pris une dans l'épaule et une dans le bras. D'accord, donc deux vraies balles par les pêcheurs. Voilà, par les pêcheurs récalcitrants. Et donc, le danger, déjà, il ne se situe pas toujours là où tu crois. Tu pars sur une mission de police des pêches et puis finalement, tu te retrouves avec. Ça dégénère bien. Ça dégénère avec des tirs à balles réelles, enfin des tirs à balles. Et donc, il évacue et l'infirmier, là, tu vois bien, lui, il voit le volume sanguin perdu et donc c'est pas un moment super confortable, surtout pour l'infirmier. C'est compliqué pour tout le monde, mais pour l'infirmier, lui, il est en plus dans le geste technique. Donc il y a le côté humain et en plus, il a le côté technique où il est en train de compter les points. Ok, on en est où de la situation? Et puis,
Et puis Rico, on l'a harnaché dans sa civière, on attend l'hélico qui met du temps à venir pour le Donc récupérer, là, vous pour étiez en l'évacuer. bateau, en fait, vous avez fait un Ouais, abordage avec c'était le un bateau, bateau de vous avez gendarmerie pris maritime. Des balles dans le bateau. Ouais, voilà, on était L'hélicoptère est arrivé dans le pour Zodiac. mitrailler. Ok, d'accord. dans le Zodiac, on le met dans le bateau support qui était un bateau de la gendarmerie maritime. Et là, donc on le sent dans la civière, prêt à être évacué dans l'hélicoptère, qui va venir le récupérer et l'emmener à l'hôpital. Et puis là, il est comme ça, et on est en train de le transvaser de l'arrière à l'avant du bateau. Déjà, comme ça, lui, il est comme ça, dans une civière, s'il tombe à l'eau, il va couler. Et puis il est comme ça, on est en train de le transvaser, et puis lâchez-moi, je vais aller leur péter la gueule, je vais leur péter la gueule à ces pêcheurs. Voilà, du coup, on a tous quand même rigolé. Du bon Rico, avant tu vas aller à l'hôpital, mais c'était, voilà, tu vois, comme quoi dans tous les moments dramatiques, tu as des moments un petit peu quand même où on peut en rire plus tard. Ouais. Dans des situations de stress comme celle-là, est-ce que tu peux nous parler de l'effet tunnel? C'est quoi? L'effet tunnel, c'est le moment, en fait, c'est le cerveau reptilien qui prend le dessus, et toutes les réactions qu'on va avoir vont être des réactions plus ou moins réflexes. C'est-à-dire que y a plein de choses qu'on va plus voir, on va focaliser sur ce qui, dans notre perception, est le plus important. Et on va avoir des réactions qui sont plus ou moins adaptées. Quelqu'un qui est habitué aux situations de stress et qui s'est conditionné à ces situations de stress, eh ben, en fait, il va avoir a priori des bonnes réactions. Quelqu'un qui ne s'est jamais conditionné et qui, eh ben, c'est là qu'on se retrouve avec des gens prostrés ou en sidération. C'est-à-dire qu'il y a une situation, un accident, il faut aller aider. Par exemple, moi j'ai déjà vu des copains, j'ai été témoin d'une grosse situation d'accident. Il y avait des copains qui étaient en sidération. Un accident personnel ou professionnel? de voiture. Ah, Ouais. oui. Ils étaient en un énorme accident à Paris, un énorme accident de voiture. Il s'est retrouvé en situation de sidération parce qu'il ne s'était pas conditionné à se mettre dans l'action. Et quand il y avait des gestes potentiellement médicaux, alors on aide comme on peut en fait, en fonction de ces. Moi du coup j'ai des brevets de secouriste via l'armée. Donc du coup j'ai essayé de voir où est-ce que je pouvais servir. En fait les pompiers en 2 minutes ils sont arrivés. Ouais. Et le temps que je comprenne que la personne que j'étais en train de prendre en charge n'avait rien, mais c'était de l'autre côté de la route qu'il y avait quelque chose, j'allais y aller. Ouais. Et là, le pompier, je dis non, c'est de l'autre côté la priorité. De l'autre côté, là, il y a des gens en réelle situation de Donc on dit qu'on n'a que 30% de nos capacités en situation de stress avec cet effet tunnel, c'est ça? 30% quand on s'est conditionné. Ouais. Et encore, on arrive à zéro. On peut arriver à zéro si quelqu'un n'est pas conditionné, c'est-à-dire que le cerveau reptilien dit bouge pas parce que c'est ta meilleure chance de survie. Alors est-ce qu'au sein des commandos marines, justement, vous travaillez toutes les forces militaires, en fait, quand on dit quand on va fatiguer des gens, on ne le fait pas pour le plaisir. On le fait pour les conditionner à des situations de stress. Est-ce que tu as des rituels avant de faire un départ de course, des choses que tu mets en place? Oui, moi quand je quitte le ponton, je sais que déjà, jusqu'à arriver sur zone de course, j'ai un rituel. Je fais ça d'abord sur les feuilles, après je fais la grand voile après, parce que sinon elle me gêne pour sortir les feuilles. Voilà, donc j'ai quasiment une demi-heure de boulot sur le bateau avant. Ok, je vais prendre le vent, je passe à côté. Et donc au moment où j'arrive sur la ligne de départ, il faut que j'ai clarifié tout le reste. Et même en quittant le ponton, j'ai déjà essayé de faire le maximum de choses. Pour qu'au moment où il faut réfléchir à qu'est-ce qui se passe sur le plan d'eau, eh ben, j'ai plus rien à faire sur le bateau. Donc en fait, oui, il y a un rituel et ça permet de faire baisser le niveau de stress. Parce que si tu l'anticipes pas, en fait, tu arrives au moment du départ, en fait, il y a plein de choses que tu n'as pas traitées parce que tu ne l'as pas anticipé. Ouais. Donc là, c'est anticipable. Donc du coup, tu fais ta procédure et puis après, tu as du cerveau disponible pour gérer des problèmes nouveaux. Alors, on parle du stress, mais il en est quoi de ta condition physique aujourd'hui? Parce que on voit que tu es solide, tu es costaud, tu es carré, tu as l'air affûté. Tu t'entraînes tous les jours en cardio, en muscu? C'est quoi comment tu gères ta condition physique? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme tu disais, je fais plusieurs métiers en même temps. Et donc, du coup, je ne me suis pas bien organisé pour faire de la prépa physique. Alors, la prépa physique, là, aujourd'hui, serait plus pour être bien que pour faire de la performance. En Figaro, on est sur un niveau de bateau, je suis sur mon capital, donc physique, donc pour l'instant, ça passe. En IMOCA, ça passera pas. Ça passera, mais je perds de la performance. Donc, non, il va falloir que c'est un paramètre dans la préparation que je dois remonter. Pour le projet suivant, pour être optimal. Ouais. Alors aujourd'hui, en termes de... j'ai pas alloué du temps à la préparation physique parce que j'ai trop de choses à faire. Donc en fait, tu restes sur tes acquis, mais je sais que tu fais quand même beaucoup de vélo. Tu as traversé la France, je crois, récemment en vélo. Je fais toujours du sport, mais actuellement, j'ai pas réussi à allouer du temps à la préparation physique parce que j'ai trop de choses à faire pour la préparation de la solitaire et parce que je pense que c'est pas un paramètre
qui va faire augmenter la performance grandement. Donc Vendée Globe en 2028, on l'espère, si les sponsors te suivent. Ce serait pour toi une consécration un petit peu de pouvoir faire le tour du monde. Mais à la fois, ce n'est pas quelque chose d'indispensable. Non, non, comme je dis, la voile, c'est pas indispensable dans la vie, ça reste une passion, un plaisir. Ce que je vois, c'est un moyen. C'est un moyen de dire qui sont les marins, qu'est-ce qu'ils font, leurs valeurs, et faire en sorte d'attirer un public qui finalement est dans une guerre de l'attention. Et si nous, on ne joue pas dans cette guerre de l'attention, nous les marins, eh ben, en fait, on va perdre des talents parce qu'on ne sera pas allé les chercher. Il faut trouver le juste milieu entre attiré par la nature, on dit l'armée était la grande muette, mais le monde il n'est plus comme ça. Si on fait comme ça, on ne recrutera plus personne et on n'aura plus de défense. Justement, si tu avais un message à transmettre à la jeune génération, quel conseil tu leur donnerais? Je leur dirais engagez-vous. Engagez-vous pas dans la marine particulièrement, mais je dis engagez-vous dans ce que vous faites et n'attendez pas tout le temps un retour sur investissement. D'ailleurs, n'attendez pas un retour avant investissement. Et souvent, on a envie que ça brille avant d'avoir travaillé. C'est quand même assez marquant dans notre société. C'est un peu le cas avec les réseaux aujourd'hui. On voit bien qu'on s'invente vite une vie. Exactement. Et c'est vrai que l'engagement et faire ses preuves sur le terrain. On a l'impression du coup que en fait, les gens qui brillent sur les réseaux, ça se fait sans travail. En fait, tous ceux qui brillent, ils travaillent. En fait, il faut travailler. Il y a un moment, il n'y a rien sans rien, quoi. Et là, briller facile, il y a un moment, ça ne marche pas vraiment. Enfin, moi, j'y crois pas. Ou sinon, ça reste des exceptions. Et aller chercher une exception dans sa ligne de vie, dans sa ligne de conduite, je pense que c'est une erreur. Donc engagez-vous, quoi que vous fassiez, travaillez. Il y a des boulots qui demandent en amont un peu plus de travail que d'autres. Et puis, voilà, faites-vous plaisir. Peu importe le boulot qu'on fait, trouvez-y du sens et du plaisir. Est-ce que tu pratiques d'autres sports que la voile? Ouais, pas mal les sports de glisse. Sport de glisse? Le surf, la planche à voile et tout ça? Ouais, kite. T'as le temps d'en faire avec cette vie-là? Bah, depuis que je fais du Figaro, je fais plus que du Figaro. D'accord. Bah, tu as des sponsors, des partenaires, du monde qui te suit. Ouais. Tu es dans un monde professionnel, si tu ne mets pas toute ton énergie dans ce sport-là, bon, quelque part, pour moi, tu trahis un petit peu. Ça te manque pas un petit peu cette liberté justement de prendre ta planche de surf, d'y aller quand tu veux? Si, ça manque, mais c'est ça être professionnel. C'est que c'est pas que quand ça te fait plaisir. Tu vois? Ouais, bien sûr. Là, c'est ça être professionnel. Et il y a un temps pour tout. Mais je vais en refaire. Soit le projet continue et j'arrive à m'alléger du temps et je retrouve un équilibre plus meilleur, équilibre de vie personnelle. Ouais. Ou soit finalement, il y a un moment, si l'équilibre ne se retrouve pas, naturellement, je vais aller rechercher une certaine forme de liberté en me disant, bon, il y a un moment, les contraintes sont plus fortes que le plaisir. Et du coup, je vais faire autre chose. Merci Philippe. Avec plaisir. Qui a gagné là? La course? Non, ici. Là. Bah, c'est moi. Bah, la mauvaise foi, c'est toujours chez les autres. En tout cas, c'était un plaisir de te rencontrer, Philippe. On a appris beaucoup de choses, que ce soit sur la marine nationale, mais aussi sur le métier de skipper, puisque tu es un skipper professionnel. Je remercie vraiment la communauté de nous suivre. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que aussi, on peut susciter des vocations, que ce soit à la marine, que ce soit dans l'armée, mais aussi dans la voile en règle générale, qui est un sport fabuleux où on est en rapport avec la nature constamment. Donc vraiment, merci Philippe. Avec plaisir Pierre. À bientôt. Et je te souhaite une très bonne course. Merci. Ou plutôt, je te dis merde, pour la 4e solitaire du Figaro qui partira de Rouen dans 2 semaines. Merci, puis belle aventure à Terre Média. À bientôt.